Je passe maintenant à la séance d'aujourd'hui, qui contient deux sujets. Le premier est la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes, et nous aurons derrière le débat d'orientation budgétaire, qui est une obligation qui doit intervenir 15 jours avant le vote du budget. Je précise que nous voterons d'ailleurs lors de cette séance du 31 mars, non seulement le budget primitif 2016, l'ensemble du budget de la ville, mais également le compte administratif et les comptes de gestion. Et à partir de là, nous pourrons mener à bien l'action de cette année. Sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui nous est parvenu le 6 février, nous avons préparé un diaporama qui reprend les points clés. Ce rapport a été élaboré courant de l'exercice dernier, 2015. Il porte sur les exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Il a fait l'objet d'échanges, puisqu'il y a un rapport provisoire, puis nous avons fait un mémoire en réponse à ces observations. Et donc le rapport que vous avez sous les yeux est le rapport définitif. Il y a une obligation légale que tout rapport de la Chambre régionale des comptes fasse l'objet d'un débat en conseil municipal, sachant que nous avons tenu une commission finance avec Jacques Choulet dans les jours derniers, où nous avons pu répondre à toutes vos questions. Ce rapport, la Chambre régionale des comptes met tout d'abord à l'évidence une situation alarmante des finances de notre commune. La Chambre régionale des comptes confirme le surendettement de la commune. En page 11 de ce rapport, il est noté que les emprunts restants dus représentent 1 946 € par habitant, contre 793 € en moyenne dans les communes de 3 500 à 5 000 habitants, c'est-à-dire 2,5 fois plus. En page 12, la Chambre régionale des comptes fait le calcul de la capacité de désendettement et atteste qu'au 31 décembre 2014, les emprunts représentent 12,7 fois la valeur de l'épargne de gestion courante dégagée annuellement. Ce qui signifie qu'il faut donc 12,7 années sans investissement pour se désendetter. La Chambre régionale des comptes a également relevé une multitude d'anomalies comptables. Elle précise que ces anomalies, affectant la comptabilisation en 2011 en 2012, elle en note aussi sur les autres exercices, ont faussé les résultats de chacun de ces deux exercices en le majorant. C'est-à-dire que l'incidence de ces anomalies comptables tend à majorer les résultats, à les rendre plus forts que ceux qu'ils auraient dû être. Première anomalie, le décalage des dépenses sur les exercices suivants pour améliorer artificiellement les résultats. En page 6 du rapport, la Chambre régionale des comptes précise que les dépenses de fonctionnement prises en charge en 2012 et prenant leur fait générateur en 2011 atteignent 54 549 €, ce qui correspond à environ 70 factures. Cette somme aurait dû venir en minoration du résultat de 2011 et ont été décalées sur 2012. Deuxième anomalie, la non prise en compte des variations de stock des terrains, c'est-à-dire du coût d'achat des terrains qui sont vendus. En page 9, la Chambre régionale des comptes précise que l'analyse des comptes du budget annexe lotissement La Fontaine, arrêté en 2011, 2012 et 2013, met en évidence une proportion importante d'anomalies. Les ventes de ces terrains ont fait l'objet, bien entendu, en produits, en recettes, du montant des ventes, mais le coût d'achat de ces terrains, qui, bien entendu, vient minorer la marge, n'a pas été pris en compte dans tous ces budgets. Troisième anomalie, l'absence d'intégration dans la dette des loyers non échus de la gendarmerie. Là-dessus, la Chambre régionale des comptes est très ferme. Elle précise en page 5, la Chambre relève que l'état de la dette ne mentionne pas la dette à long terme correspondant au loyer non échu, perçu d'avance en 2012 à hauteur de 1 560 000 € en application du bail amphithéotique administratif relatif à la gendarmerie.
Enfin, quatrième anomalie, l'absence de récupération de la TVA sur les travaux en régie, c'est-à-dire les travaux faits en interne. Elle précise en page 10 le montant de ces travaux qui, sur la période 2010 à 2014, varie de 28 456 € à 73 057 €. La Chambre régionale des comptes constate la dégradation de la capacité d'autofinancement de notre commune entre 2010 et 2014. Elle explique cette dégradation par la non-maîtrise des dépenses de fonctionnement. La Chambre régionale s'étonne de l'envolée des charges à caractère général. En page 13, elle précise que, quoique théoriquement plus compressibles, les charges à caractère général se sont accrues de 32% sur la période 2010-2014. Elle évoque également que ces charges à caractère général, c'est l'eau, l'électricité, le gaz, la fourniture administrative, c'est toutes ces dépenses, représentent l'équivalent de 326 € par habitant contre 240 € en moyenne nationale. Elle dénonce également le coût des intérêts d'emprunt, qui est la conséquence du surendettement de notre commune. En page 12, elle précise que l'ensemble des intérêts atteint 78 € par habitant, contre 31 € en moyenne à l'échelon national. Cette augmentation des charges intervient en même temps qu'un niveau anormal des annuités d'emprunt qui, elles, sont stables sur la période. Et ce parallélisme est générateur de la dégradation de la capacité d'autofinancement. En page 12, elle vient rappeler le montant très élevé de ces annuités d'emprunt qui atteint en 2014 765 974 €. La Chambre régionale des comptes salue les efforts entrepris par la nouvelle municipalité. Elle relève en page 2 de son rapport que la commune a réduit de 100 000 € en 2015 les crédits prévisionnels consacrés dans le budget primitif aux charges de caractère général. Elle relève également que sur toutes les anomalies comptables, nous avons ou déjà mis en place lors de son démarrage de la mission sur 2015, ou nous nous sommes engagés sur 2015 à mettre en œuvre la correction de toutes ces anomalies, et vous le constaterez dans le compte administratif que nous voterons dans 15 jours. Mais au fond, bien que les économies que nous avons indiquées dans le budget primitif, et d'ailleurs qui seront plus élevées dans le compte administratif, sont très significatives, elles ne permettent pas de rétablir les comptes de notre commune. C'est pourquoi la Chambre régionale des comptes demande à ce que les équilibres soient rétablis en ayant recours à l'impôt. Elle évoque dans son rapport provisoire du 25 août 2015 la suppression de l'abattement général à la base de 15%, ainsi que la suppression de l'abattement pour familles nombreuses. Elle reprend en ce sens les propositions qu'avait fait en son temps M. le receveur dans ses rapports sur la situation financière de Saint-Sevé. Nous avons objecté que cette proposition serait très préjudiciable aux ménages, et plus particulièrement aux familles avec enfants. Dans son rapport définitif, la Chambre régionale des comptes nuance ses préconisations. Elle comprend que l'abattement n'est pas la seule formule et qu'elle peut avoir des incidences négatives, tout en persistant dans sa demande d'augmentation des impôts. Voilà les éléments clés que nous pouvions ressortir de ce rapport de 17 pages qui, je le rappelle, s'arrête sur l'exercice 2014. Il nous revient de débattre ce rapport. Y a-t-il des commentaires par rapport à ce rapport? Oui, M. Martinez. Oui, alors, sur la méthode, pour tout vous dire, monsieur le maire, bien évidemment, j'ai repris point par point tous les éléments qui ont été exposés dans ce rapport définitif de la Chambre. Alors, je ne sais pas, est-ce que je fais l'argumentation complète sur chacun des points qui font l'objet de débat ce soir, ou est-ce que je me contente de vous poser des questions? Vous me dites, parce que ça risquerait d'être long, j'ai quand même fait quelques pages de l'AIUS. Alors, je sais que j'ai le droit de les lire, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Mais si ça ne vous dérange pas, je peux tout à fait reprendre point par point tous les éléments. Faites-nous votre laïus, monsieur Martinez. Je vous remercie.
Alors, petite précision déjà sur la forme, avant de commencer, nulle part la Chambre ne vous félicite. Il n'y a jamais marqué le mot félicitations à la municipalité. Et ils prennent acte que vous avez prévu 100 000 euros de dépenses en moins en 2015. Ils ne savent pas encore aujourd'hui, tout comme nous, si effectivement ces 100 000 euros de moins sont réalisés. Ceci étant dit, alors moi évidemment j'ai relu ce rapport. Ce qu'il en ressort de la trame générale, c'est qu'effectivement, bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, sans faire de vilain jeu de mots en ce moment vu le contexte. Effectivement, vous essayez d'appuyer sur des choses en omettant, bien évidemment, de préciser quelques éléments factuels qui permettent de nuancer les propos donc, des personnes qui ont élaboré ce rapport. Alors tout d'abord, j'ai pris note, bien évidemment, de ce dont vous parliez, notamment le rattachement donc, des dépenses et des recettes à l'exercice. Alors, avant d'en arriver là, j'ai repris point par point la qualité de l'information budgétaire, l'état de la dette. Je constate déjà que concernant les crédits de trésorerie, la procédure est légale, c'est confirmé. Bon, ça manque d'inscription dans les états annexés aux documents budgétaires, mais ça, ce n'est pas entre guillemets une anomalie bloquante. Dans les faits, ça ne met pas en péril la réalité juridique des comptes, ça n'a aucune incidence. Concernant les méthodes, il est bien prescrit que les amortissements sont réalisés comme le veut l'instruction comptable M14, c'est ce qui est marqué. Pour information, je le dis tout de suite parce que je n'ai pas pour habitude d'annoncer des choses sans preuve, donc j'ai bien évidemment repris tous les documents à l'appui de l'argumentaire que je développe et je le laisserai à la presse, bien évidemment, à ceux qui souhaitent en avoir connaissance, bien entendu. Le point 1.1.4, le taux de réalisation des dépenses et des recettes du budget principal. Bon, là, finalement, on est dans l'ordre naturel des choses, puisqu'effectivement, la réalisation est plus conforme au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses. On le sait, on minore les recettes, on majore les dépenses en début d'année dans un budget primitif. Donc, à la clôture de l'exercice, c'est somme toute tout à fait normal. J'en viens au rattachement des charges et des produits de l'exercice. Donc, effectivement, c'est le premier point important que vous avez évoqué sur votre PowerPoint. Alors, vous nous parlez de 70 factures qui représentent 54 549 euros. Effectivement, le fait générateur est en 2011 et elles ont été payées en 2012. Alors je rappelle ici que 70 factures, ça ne signifie rien. On parle de combien de factures concernant la section de fonctionnement et pour quel montant. Alors pour votre information, sur cet exercice budgétaire 2011, nous avons mandaté 5228 factures sur l'exercice budgétaire du budget principal de la ville. Donc 70 factures sur 5228 qui représente 54 549 euros, vous l'avez dit, monsieur le maire, sur un montant total de dépenses de 4 831 566, je vous fais grâce des 19 centimes. Ce qui signifie que 98,7% des factures représentant 98,9% des sommes mandatées le sont en temps et en heure. Donc quand on vient de dire qu'on modifie fortement les lignes en matière de résultats de fin d'année, excusez-moi, c'est une douce plaisanterie, on en est au niveau de l'épaisseur du trait. Passons ensuite au niveau des délais de paiement des fournisseurs. Là aussi, 3 exercices. Je vois que là, il y a eu un sondage concernant donc, le rapport de la Chambre, concernant les délais de paiement de fournisseurs. Effectivement, on constate en 2011, 2012 et 2014, 1259, 5600 et 2700 euros de paiement en instance, au 31 décembre. Là aussi, de quoi parlons-nous? Par rapport aux dépenses de fonctionnement au titre des charges générales, puisque c'est par rapport à cette somme qu'a été fait le calcul. Pour 1259 euros en 2011, nous avons en face 1 411 489 euros de dépenses totales. Le ratio est à peu près identique à chaque fois. Au final, le ratio dette fournisseur par rapport aux dépenses de fonctionnement au titre des charges au chapitre globalisé 011, nous sommes à 99,91% des dettes payées dans le respect des règles. Nous sommes en 2012 à 99,61%. Excusez-moi, je prendrai le temps parce que c'est important, c'est 5 exercices budgétaires. Et en 2014, c'est 99,83% des dettes payées en temps et en heure dans le respect de la réglementation. On n'est même plus dans l'épaisseur du trait, on est dans le 10e d'épaisseur du trait. Ceci étant dit, on voit également concernant les instances de paiement envers les fournisseurs. Alors là, on est un peu plus précis puisqu'on part sur les dépenses de fournisseurs concernant les dépenses d'équipement. Donc toutes les dépenses réalisées sur les chapitres 20, 21, 23 de la section d'investissement. Là, en 2011, on a 23 313 euros en attente. En 2012, 0. En 2014, 0. Là aussi, nous comparons par rapport à quelle somme? 1 380 000 en 2011, 1 900 000 en 2012, 1 358 000 en 2014. Je vous refais les ratios, 98,31% pour 2011, 100% pour 2012.
2014, 100% également, aucun retard. Donc là aussi, il n'y a pas matière à crier au loup par rapport à ces éléments. Excusez-moi, je continue. Vous parlez des... Alors, vous n'en avez pas parlé, vous l'avez évoqué hier en commission des finances, et je partage tout à fait votre point de vue, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Les disponibilités courantes des services d'eau et d'assainissement, pour faire simple, on nous reproche finalement de ne pas individualiser la trésorerie des budgets eau, assainissement et du budget général. Bon, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est vrai que ça me paraît compliqué de mettre en place des conseils d'exploitation avec la nomination d'un directeur, je ne vois pas trop l'intérêt, alors c'est vrai qu'on est à la marge de la légalité. Pour tout vous dire, il y a déjà une dizaine d'années, le sujet avait été évoqué, mais là aussi ce n'est pas une anomalie bloquante, tant qu'il n'y a pas de contentieux, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de continuer à travailler de cette manière, et vous l'avez dit justement hier en commission des finances, ça évite de jongler avec la trésorerie et la mobilisation des emprunts. La comptabilité des stocks. Alors excusez-moi, j'ai même sauté une ligne. La CRC nous a fait part également d'un problème concernant... Ah oui, je vais vous en parler après. André, tu me feras penser. Donc, le suivi des stocks des terrains du lotissement La Fontaine. Alors, contrairement à ce que vous affirmez, il faut savoir que les variations de stock n'ont aucune incidence que lorsqu'il y a clôture du budget annexe à la fin de la réalisation du projet. C'est juste des sommes qui ne sont pas juste, effectivement, en cours de réalisation du budget. Mais dans tous les cas de figure à la clôture, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on retrouve ces petits. Là également, on peut plaider coupable pour avoir fait des budgets annexes en matière de comptabilité de stock pour des lotissements. C'est quand même des opérations assez complexes. C'est une comptabilité ardue. Et bon, là, je reproche peut-être l'absence d'informations. Je ne sais pas qui à l'époque a fait ces documents, mais peut-être se rapprocher du percepteur pour essayer de s'assurer que toutes les opérations étaient bonnes. Dans tous les cas de figure, si les comptes administratifs de ces 3 exercices budgétaires ont été validés, ils étaient nécessairement concordants avec les comptes de gestion. Donc dans tous les cas de figure, même ces variations de stock, je le répète, ne sont pas légales, ne sont pas comptablement dans les clous. Au final, les comptes administratifs ont été votés, les comptes de gestion également. Je pense même que, même si vous n'avez pas à l'époque voté les comptes administratifs, vous avez dû voter les comptes de gestion du percepteur. Donc vous pouvez prendre pour vous également ces erreurs. Je vous en saurai deux. Concernant la gestion des opérations d'ordre, donc là aussi également, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, là c'est OK, il n'y a aucun élément sur le point 1, 2, 5, 1, aucun souci particulier. Alors évidemment, on a quelques petites discordances concernant les subventions d'équipement versées. Là aussi, à vous entendre, ça a faussé les résultats d'une manière éhontée, c'est un scandale. Alors, on va reprendre un peu les chiffres, là aussi. En 2012, effectivement, il y a eu une somme de 11 194,01 €, et en 2014, 10 755,20 €. Alors pour votre information, au vu de l'imputation comptable, ce sont des subventions d'équipement versées qui ont bénéficié donc à un organisme public, qui s'amortissent sur 15 ans. Ça veut donc dire que quand vous divisez 11 000 par 15 ou 10 700 par 15, on est en train de jouer sur des sommes de 700 € par an de comptabilisation d'amortissement. Sur des budgets globaux de 8 millions d'euros, je trouve qu'à m'expliquer qu'on a bidouillé les chiffres, c'est un peu fort de café. Et pour être tout à fait complet, l'amortissement a ceci de merveilleux, c'est que la dépense en fonctionnement est en miroir aux recettes d'investissement, donc les masses budgétaires bougent, mais le résultat de fin d'année ne change pas pour votre gouvernement. Donc là, il n'y a pas de manipulation des comptes. C'est de la comptabilité M14. Les travaux en régie, alors, j'ai du mal à comprendre parce que vous parlez de la TVA sur les travaux en régie. J'ai encore relu à l'instant le topo 1, 2, 5, 4 concernant la comptabilisation des travaux en régie. Le seul reproche qui est fait sur les exercices budgétaires 2010-2014, c'est qu'il faudrait éviter d'avoir un tarif horaire unique à appliquer pour chacun des travaux. Ce qui, soit dit en passant, n'est fait nulle part. En général, on ne s'embête pas, on a un tarif horaire unique qui est calculé, c'est une règle de 3 par rapport au coût moyen d'un agent. Je pense que M. Clavrier est d'accord avec moi, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais sinon on ne s'en sort plus parce qu'à chaque fois, si on doit se mettre au réel par rapport aux travaux, on ne va jamais y arriver. C'est exactement la seule et unique chose qui est reprochée, sinon tout le reste est OK. Le traitement comptable du bail amphithéotique administratif. Je lis la dernière ligne, les écritures sont régulières.
Les écritures sont régulières. Excusez-moi, monsieur Martinez. Non, on va continuer. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Favre. Je vous en prie, allez-y. Je n'ai pas compris le dernier point que vous avez évoqué en interpellant monsieur Clavier. Vous pouvez le redire ce que vous avez dit? On nous reproche d'avoir un tarif horaire unique. Lorsque nous passons en investissement des travaux en régie, vous devez, dans le coût de production des immobilisations, intégrer à la fois le coût des matériaux et le coût horaire des agents qui ont réalisé ces travaux, que nous passons en amortissement, donc en investissement. D'accord? Nous avons décidé, de tout temps à jamais, toutes les collectivités font ça, de décider, et c'est voté, il y a un tarif horaire unique qui est voté dans cette collectivité. Il est notamment concordant avec le tarif horaire unique d'intervention du service de l'eau et de l'assainissement. Enfin, c'était comme ça il y a quelques années. La Chambre nous dit, attention, le tarif horaire est différent. Pourquoi? Parce que c'est jamais le même agent qui fait le travail. Oui, parce qu'ils sont payés, certains sont... Ok. Donc je disais pour le bail amphithéotique administratif qui concerne la gendarmerie, les écritures sont régulières, je le répète. Hein, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce que vous venez nous dire il y a quelques minutes à ce sujet. Alors bien entendu, il n'a pas été inscrit les loyers, bien évidemment, au niveau donc de la dette à long terme. Alors là aussi, il va falloir avoir une petite explication de texte, puisque ce n'est pas une dette au sens où on mobilise un emprunt auprès d'un établissement bancaire. Pourquoi des loyers d'un bail amphithéotique administratif sont nécessairement intégrés au chapitre 16 en dépenses d'investissement? Tout simplement parce que vous avez la possibilité, lorsque vous signez un bail amphithéotique, à tout moment de le résilier unilatéralement. Ça veut donc dire qu'à tout moment, vous pouvez vous priver de la perception du loyer annuel qui a été contractuellement décidé avec, dans le cas présent, la SNI, qui est donc aujourd'hui gère la gendarmerie. C'est-à-dire que c'est une provision, c'est un principe de prudence, mais ce n'est pas un stock de dette. Si vous ne résiliez pas ce contrat, vous aurez chaque année 70 000 € de loyer qui viendront impacter à la baisse cette provision, mais ce n'est pas une dette. Donc aujourd'hui, sauf si vous souhaitez récupérer la gendarmerie, ça ne coûte rien à la collectivité, ça n'impacte pas les comptes de la collectivité, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une dette au sens d'une dette auprès d'un établissement bancaire, c'est tout. Voilà. Et cette somme s'éteindra chaque année, de manière forfaitaire, du montant du loyer annuel. Et je termine par rapport à la dette. J'ai refait le tableau, donc vous l'avez dit, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Donc, effectivement, vous criez au loup, c'est une catastrophe, il y a une dégradation de la dette, vous n'allez pas vous en sortir, à vous entendre. Ça fait quand même bientôt 3 exercices budgétaires que vous êtes à la tête de cette collectivité, on attend encore les résultats. Aujourd'hui, la constatation est simple, et j'ai tous les chiffres. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, la collectivité a mobilisé 3 411 000 € d'emprunt. Dans le même temps, elle a remboursé 4 195 000 €, c'est-à-dire qu'il y a eu un désendettement de 785 000 € sur les 5 années contrôlées de la Chambre, moins 784 705,46 €. Bien évidemment, les chiffres sont disponibles, je les ai ici. Dans le même temps, les dépenses d'investissement se sont élevées à près de 10 millions d'euros, 9 283 000 €. Donc effectivement, il y a de la dette, mais la dette derrière, eh bien, on a créé de l'investissement. Et je peux vous dire que le tissu socio-économique local, notamment le BTP, l'artisanat, nous remercie encore d'avoir fait cet effort. Ensuite, on nous fait gré de la masse salariale qui, entre 2010 et 2014, a une progression contenue, c'est le terme, et on rappelle que c'est près de 50% des dépenses. Donc quand on dit que dans cette collectivité, on faisait n'importe quoi, il faut là aussi nuancer les choses. Concernant la progression importante des charges générales, vous en avez parlé, augmentation de 32%, sauf que vous oubliez de préciser que la Chambre nuance son propos en rappelant qu'il y a eu un effet cliquet, puisque avec la mise en place de la cuisine centrale, il y a eu d'un seul coup beaucoup plus de dépenses une année donnée, mais en miroir, nous avons également eu plus de recettes, puisque nous vendons les repas, nous ne faisons pas que les confectionner, vous le savez, ça va dans les deux sens. Donc vos 32%, c'est encore une fois un habillage politique très maladroit de votre part, mais vous vous améliorerez dans le temps. Concernant les recettes fiscales et le dynamisme des bases, là aussi, on constate une chose, effectivement, l'arbitrage qui a été fait dans cette commune, c'est privilégier l'emprunt pour les investissements
et non pas l'impôt. La preuve, c'est que l'effort fiscal des ménages Saint-Séverin, la Chambre le dit, c'est 91,3%, alors que pour les communes de même strate, c'est 109,93%. Ce qui signifie, même si c'est une vue de l'esprit, qu'en moyenne, un Saint-Séverin paye quand même près de 20% d'impôts en moins qu'un habitant d'une commune identique ailleurs en France. Je pense à nos amis d'Agitmo qui seraient bien contents d'avoir nos taux d'imposition aujourd'hui. Donc, dans tous les cas de figure, ce choix qui a été fait de privilégier l'emprunt au détriment, ou je ne vais pas dire au détriment de la fiscalité, il faut rappeler que si nous appliquions les taux moyens nationaux à nos bases fiscales, c'est chaque année plus de 300 000 € que nous aurions en caisse. Le choix qui a été fait sur les 5 exercices budgétaires donnés, c'est de faire de l'emprunt. Car je vous le rappelle, à l'époque, les taux d'intérêt réels étaient très avantageux et il vaut mieux emprunter pour financer des investissements que d'aller mobiliser de la fiscalité si ce n'est pas nécessaire. Pour conclure, monsieur le maire, je reviens également parce qu'on nous a mis en cause par rapport à une problématique sur les dépenses réelles de fonctionnement où on nous reprochait que 130 dépenses pour un montant de 123 000 € avaient été mandatées au-delà du délai légal de 30 jours. Alors ça aussi, également, on nous dit que c'est beaucoup, que c'est la preuve qu'effectivement ça ne fonctionnait pas correctement dans les services. Je vous rappelle là aussi que c'est donc 130 mandats sur 5228, comme je vous l'ai dit, ça correspond donc à 97,5% des mandats qui sont payés en temps et en heure. 97,5%, nous sommes dans la moyenne, même si effectivement je vous souhaite de réussir les 100%, mais 97,5%, nous sommes dans la moyenne haute des communes qui respectent cette procédure. Alors, petite erreur aussi, la CRC dit qu'il y a 5% donc des mandats qui sont dans ce cas, ce qui est faux, puisque quand on reprend les chiffres, on est à 2,71%. Là aussi également, j'ai les éléments à vous donner si vous le souhaitez. Donc, c'est 97% des mandats, mais c'est également 97% des dépenses correspondantes. Voilà. Donc, pour conclure, et là je vais terminer par rapport à ça, ça m'a quand même interpellé parce que la Chambre n'est pas allée plus avant dans sa réflexion. Si effectivement on ne mandate pas en deçà du délai légal de 30 jours, on a nécessairement une obligation, et ça c'est d'ordre public, le percepteur a obligation d'inscrire ses dépenses, on doit donc payer des intérêts moratoires. Toute dépense au-delà du délai légal de 30 jours entraîne paiement d'intérêts moratoires. Alors je me suis dit effectivement, donc 2,7% des factures ne sont pas payées en temps et en heure. J'ai donc regardé l'article 67.11, paiement d'intérêts moratoires, les 3 années concernées. Et, comme par hasard, 0 € d'intérêts moratoires payés. Alors je ne me l'explique pas. Donc ça veut dire que si on n'a pas payé en temps et en heure, c'est certainement pas à cause des dysfonctionnements de cette collectivité, mais peut-être que les personnes à qui nous devions payer, il y avait peut-être autre chose qui faisait qu'on ne devait pas payer ou on n'était pas très enclin à se libérer de notre dette. Ce qui peut arriver lorsque vous avez un petit contentieux officieux avec un entrepreneur, un artisan, un commerçant, que sais-je, un fournisseur X ou Y. Donc dans tous les cas de figure, 0 € de paiement d'intérêt moratoire pour non-respect du paiement dans les délais de 30 jours. Ce qui veut donc dire que nous payons à 100% nos mandats. Donc quand j'entends dire que dans cette mairie c'était le foutoir et qu'on faisait n'importe quoi, je pense qu'il faut mesurer ses propos. Maintenant j'en ai terminé. Je vois que finalement ce rapport c'est bien peu de choses et que vous êtes bien en peine pour pouvoir nous expliquer que tout allait mal. J'ai tous les éléments parce que je vous le répète, je n'ai pas pour habitude de parler à tort et à travers. Je le répète également, je donnerai ces éléments à la presse. J'espère qu'elle en fera bon usage et à qui le souhaite, bien entendu. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été un peu long. Une intervention à chaud comme ça. Monsieur Martinez, monsieur le professeur, vous argumentez tellement bien que je me demande pourquoi vous n'avez pas voulu donner tous ces éléments à la Chambre dans le cadre du contradictoire. Madame Duprat, je n'étais pas maire de Saint-Sevé lors de la précédente mandature. Ça va dû vous échapper, mais je vous le rappelle. S'il faut, je vous l'écrirai. Monsieur Martinez, je me rappelle avoir assisté à un conseil municipal il n'y a pas si longtemps, où monsieur le maire voulait parler du rapport de la Chambre. Vous avez dit non, on ne va pas en parler tant qu'il n'y a pas eu de contradictoire. Vous étiez au courant que ce contradictoire était en cours. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas aidé votre ami de l'époque, ami de maintenant certainement aussi, et je vous répète, monsieur le professeur, qui me demande pourquoi vous n'avez pas voulu démentir tout ce que vous venez de tous ces éléments à la Chambre. Ça aurait été beaucoup plus cohérent.
Je vous répète, la Chambre ne s'adressait pas à Olivier Martinez, mais à l'ancien ordonnateur. Je n'étais pas l'ordonnateur lors des exercices 2010-2014 inclus. Alors, pourquoi vous intervenez ce soir? Parce que j'ai un rapport définitif qui m'est présenté en tant qu'élu. J'ai fait le travail, j'en suis convaincu, vous avez tous. Excusez-moi, je peux terminer, monsieur Labarre? Excusez-moi. Ce rapport est présenté. Je suis élu de l'opposition, nous sommes élus de l'opposition. Je suis sûr que vous avez tous fait ce travail d'archéologie, ça a dû vous passionner. Je l'ai fait, nous l'avons fait. Maintenant, je présente les arguments. J'estime qu'ils sont factuels. Vous n'en êtes pas convaincu, c'est normal, c'est le jeu démocratique. Sauf que j'ai fait le travail. J'ai pas pour habitude de me laisser faire. Je considère être solidaire de ce qui s'est fait lors de la précédente mandature, puisque j'étais, je vous le rappelle, candidat avec le maire qui jusqu'alors avait à gérer la collectivité aux exercices budgétaires concernés. Donc, je défends la politique menée lors de la dernière mandature. Et c'est tout à fait normal. Et vous feriez la même chose. Bien. Si je puis me permettre, je voudrais pour la... Je veux juste apporter voilà. Pour l'auditoire et pour l'ensemble de la population, il faut comprendre que la Chambre a remis à Jean-Pierre Dagne, en tant qu'ancien ordonnateur et principal ordonnateur de cette période, son rapport provisoire fin août dernier. Il avait la possibilité d'y répondre. Il aurait très bien pu en cela être assisté de certains de ses colistiers, qui ont été aussi anciens DGS de cette collectivité et qui donc connaissent les pratiques. Il aurait pu aussi être aidé par son ancien adjoint aux finances, aujourd'hui membre de l'opposition, et qui donc parfaitement connu cette période. Nous-mêmes, face à ces accusations de la Chambre, nous avons fait une réponse le 26 octobre 2015 et nous avons répondu point par point sur toute une série d'éléments. Le fait que vous ne fassiez pas de réponse donne quand même l'impression que vos affirmations, un peu péremptoires, vous n'en êtes pas si convaincus que ça. Sinon, ça aurait été quand même beaucoup plus avantageux pour vous que la Chambre régionale des comptes vous donne quitus, vous donne acte de ce que vous affirmiez et modifie ses conclusions définitives. Et je retrouve là une manière de faire qui vous est assez coutumière, où au fond, vous affirmez avec beaucoup d'autorité des éléments qui sont souvent faux. Et j'en prendrai pour preuve un exemple. Le rapport indique, en page 12, que la capacité de désendettement de notre commune nécessite 12 années. 12,7 années exactement. Je crois que là, elle clarifie une bonne fois pour toutes ce débat. Nous avons déjà eu dans cette Assemblée, mais permettez-moi malgré tout de revenir vers certains propos que vous avez tenus, notamment lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 27 mars 2014. L'image circule encore sur Internet. Et je vous laisse seul juge nos propos. Puisque je suis inspecteur de finances publiques, et à ce titre, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Pierre pendant 6 ans, pendant son premier mandat, entre 2002 et 2008. Même si depuis que j'ai quitté la mairie, on est resté très proche, puisque à ce jour, je suis salarié du Conseil général. Alors oui, on aimerait très bien avoir une vision purement comptable des choses. On emprunte de l'argent, mais ça veut dire aussi qu'on investit plus. Je le répète parce qu'on nous a rayonné quand on expliquait qu'en 3 ans, on pouvait carrément supprimer la dette de la commune. C'est vrai, je le dis très tranquillement ici. Je suis comptable public. J'affirme de le dire dans un programme politique qu'on ne peut pas supprimer la dette, c'est une hérésie. On peut la supprimer tout autant. La dette en soi, ce n'est rien. On peut tout à fait décider d'arrêter la dette. Je vous disais 30 000
millions d'euros en 10 ans. Très bien. La dette est de 9 millions. Pendant 3 ans, ne faisons rien. Concentrons-nous sur le remboursement de la dette. Pour être très clair, comptablement parlant, la dette sera zéro. Mais pendant 3 ans, nous n'aurons rien fait. Bien, vous avez affirmé devant la population ce soir-là, à 3 reprises, qu'en 3 années, vous pouviez ramener la dette à zéro. La Chambre affirme par écrit en la page 12 qu'il faut 12,7 années pour ramener la dette à zéro au regard des éléments comptables. Elle vient me donner raison, puisque le 14 avril 2014, lors de la séance du conseil municipal, j'avais affirmé, monsieur, c'est le compte-rendu, monsieur le maire estime qu'avec toutes les charges, il faudrait en fait 12 à 13 ans pour rembourser la dette et que la situation est catastrophique. Ce à quoi vous m'aviez répondu, c'est dans le procès verbal, monsieur Martinez répond que monsieur le maire dit n'importe quoi. La Chambre régionale des comptes me donne raison sur ce point. Il nous donne raison sur toute une autre série de points, notamment sur l'inscription comme dette. C'est une qualification en page 5 de l'emprunt du bail emphytéotique, je veux dire, de la gendarmerie. C'est aussi un point sur lequel on a débattu à plusieurs reprises, et là-dessus, la Chambre est très ferme. Elle dit que cet engagement contractuel de la commune doit être mentionné dans l'état de la dette annexé au document budgétaire. Donc vous pouvez me dire que la Chambre vous dit raison, mais vous dites l'inverse de ce qu'elle écrit. Sur les autres éléments, vos propos m'inquiètent, M. Martinez. Quand vous me dites que 54 000 euros d'écart de facturation de charges, c'est-à-dire de dépenses, décalées d'une année sur l'autre, ce n'est pas grave, ce n'est rien, ce n'est que 2% de la somme, c'est 54 000 euros. Si c'est ça votre... Si c'est ça votre... Je ne vous ai pas coupé, M. Martinez. Si c'est ça la grosseur du trait chez vous, je comprends bien pourquoi les comptes se sont dégradés. Et je vous garantis que sur 2015, c'est 100% des dépenses engagées dans l'année qui sont inscrites dans les comptes. Nous avons mis fin à cette dérive. La Chambre vient nous donner raison, puisque nous avions constaté que sur plusieurs années, il y avait cette pratique qui se développait et qui tronquait les comptes. Puisque sur les 4 premiers mois de l'année de 2010, vous aviez consommé 30% des dépenses de l'année à charge caractère général. En 2012, c'était monté à 35%. En 2013, à 40%. Et enfin, lorsque nous sommes arrivés en fonction, en 2014, à fin avril, il y avait déjà 47% du budget de l'année des dépenses à caractère général qui avaient été consommées. Près de la moitié. C'est bien que petit à petit, on décalait de plus en plus de factures sur l'année suivante. Quand vous m'évoquez enfin que l'augmentation de 32% des charges à caractère général, on les retrouve en recettes, c'est faux. Le rapport évoque que sur la période, les recettes de fonctionnement ont augmenté, toutes recettes confondues, de 7,74%, alors que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 12%. C'est ça qui génère la dégradation des comptes. Les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes. C'est de la mauvaise gestion. Quant à la récupération de la TVA sur les travaux en régie, vous savez comme moi qu'elle n'était pas appliquée durant toute cette période. Sur 2015, nous l'avons mis en œuvre. Je pourrais revenir sur toute une autre série de points, mais je laisserai Jacques répondre à toutes ces questions si vous le voulez. Mais le constat, quel est-il? C'est que notre ville est surendettée. Que nous avons une dette par habitant qui est 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. Mais au fond, cette situation, vous ne la découvrez pas. J'ai ici le rapport
sur la situation financière de la ville de Saint-Sevé du 13 mai 2013. 13 mai 2013, qui vous a été communiqué à l'époque, qui dit grosso modo la même chose que ce que dit la Chambre aujourd'hui. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez caché les éléments à l'époque, à 9 mois des élections. Que disait monsieur le receveur à l'époque? La capacité d'autofinancement brut et dégagée se dégrade et ne permet plus de couvrir le capital des annuités d'emprunt. Cette absence de marge de manœuvre provient d'un endettement important de la commune. Si elle veut retrouver une capacité d'autofinancement afin d'investir, la commune de Saint-Sevé doit absolument se désendetter. Elle signifie également qu'en 2012, la dette atteint un niveau record. Le remboursement des emprunts constitue une lourde charge qui pèse à la fois sur la section fonctionnement au travers des intérêts et sur la section d'investissement au travers du capital. On peut mesurer la gravité de l'endettement en déterminant le coefficient d'endettement. La commune est très endettée. Une politique de désendettement associée à la restauration de la CAF doit être conduite. Et sur les délais de désendettement, on est à plus de 12 années. Je rappelle que la moyenne nationale, c'est 4 ans et 3 mois. Ça vous a été communiqué dès 2013, reçu en mairie. Quand vous m'évoquez la question de la gendarmerie, monsieur la Direction générale des finances publiques, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce bail amphithéotique? C'est qu'au lieu de recevoir 165 000 € de loyer chaque année, la commune ne comptabilisera désormais plus que 39 000 € de recettes de loyer, soit une perte structurelle de CAF, de capacité d'autofinancement de 126 000 € par an. C'est une mauvaise opération financière que vous avez faite en vendant ce bijou de famille. Alors, pour vous rafraîchir votre mémoire, je viens vous le donner. Vous l'avez eu à l'époque, et donc ça fait 2 ans qu'au fond, vous niez la réalité. Je vous le donne aussi. On peut aussi le donner à la presse. Et donc, la situation financière de Saint-Sevé est très dégradée. Voilà l'héritage que nous avons. Et face à cette situation, la Chambre nous donne quitus d'avoir, dès le premier budget en année pleine de notre mandature, prévu de réduire de 100 000 € les charges à caractère général. Vous me posiez la question, c'est inscrit au primitif, mais au fond, la réalité est-elle vraiment celle-là? On actera les comptes dans 15 jours, dans le compte administratif, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce n'est pas de 100 000 € qu'elles ont baissé, mais de 172 000 €. Et ça par un travail quotidien de Jacques Choulet aux finances, que je tiens solennellement à remercier ce soir. Oui, en vrai. Oui, merci. Donc j'ai écouté attentivement les 2 interventions, ou les 3 interventions qui ont eu échange. Donc d'abord, je voudrais répondre sur un point, puisque le sujet a été évoqué. C'est vrai que la rédaction de ce rapport de la Chambre régionale des comptes est une rédaction contradictoire, c'est-à-dire le maire actuel, ordonnateur, donc, a été dans un premier temps destinataire du rapport provisoire, je crois on l'appelle, et ensuite donc monsieur le maire, l'ancien maire également. Donc j'ai eu le privilège effectivement de suivre cette procédure tout à fait confidentiellement aux côtés de monsieur Dalme. Alors déjà, je vais vous rassurer, monsieur Dalme va bien, et je trouve que c'est pas très clean, je dirais, d'attaquer quelqu'un qui est absent. Bon, cela dit, c'est pas grave, c'est inélégant. Voilà, je cherchais le mot, merci monsieur Martinez. Donc simplement, ce que je voudrais dire, effectivement, nous avions la possibilité, je suis totalement solidaire avec lui, et je l'ai accompagné dans cette démarche. Nous avons pris connaissance de ce rapport confidentiel, mais déjà, il y a 2 choses qui ont fait que nous n'avons pas... C'est une décision mûrement réfléchie. Premièrement, M. Dalme est en congé de pouvoir depuis 2 ans, ce n'est plus lui qui est aux affaires. Donc,
il n'y a pas lieu non plus, nous n'avons aucune raison ni de nous défendre ou d'essayer de justifier quoi que ce soit. Et notre attitude même a été de dire, eh bien, vivement que ce rapport de la Cour des comptes sorte. Parce qu'effectivement, je crois que c'est Olivier Martinez qui l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de quoi couper 3 pattes à un canard. Et comme aurait dit quelqu'un, une personnalité célèbre, que je respecte beaucoup, ce rapport, à mon avis, a fait pchit. Parce que ce rapport, moi je crois que la Chambre régionale des comptes est tout à fait dans son rôle, un peu à la manière d'un cabinet d'audit dans une entreprise. Ils ont fait leur boulot, ils ont audité 3 ou 4 exercices donc de 2010 à 2014. Ils ont mis le doigt, comme le fait un cabinet d'audit, sur eh bien, des choses qui vont bien, il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'on n'avait pas insisté beaucoup, et également sur sur les anomalies. C'est le boulot, ça aussi, la Chambre régionale des comptes, et en ce sens, au-delà de toute la... Je ne suis pas surpris de votre présentation, votre mise en scène politicienne, c'est la règle du jeu, je ne vous en veux même pas de forcer sur les mots, vous avez raison, profitez-en. Cela dit, ce rapport, pour moi, la Chambre régionale des comptes, c'est d'abord une feuille de route. C'est une feuille de route pour un DGS, c'est une feuille de route pour un nouveau maire. Et je ne doute pas que dans 5 ans, monsieur le maire, quand vous partirez, il y aura sur le bureau du prochain maire, il y aura sûrement un rapport de la Chambre régionale des comptes, et vous aurez fait du boulot, vous avez déjà commencé à répondre, vous êtes dans votre rôle, il y aura encore 17 pages d'anomalies. Il y aura peut-être l'épaisseur du trait par-ci, une écriture mal affectée par-là. Donc, par rapport à ça, alors communiquer, vous voulez faire de la politique, c'est votre métier, faites-en. Et moi, ce que je veux vous dire, je préférerais que ce soit le rapport de la Cour des comptes qui soit porté à la connaissance des foyers que vos propos. Mais c'est la loi du genre, ça ne se passera pas comme cela. Donc, s'il vous plaît, je dis communiquer, mais travailler. Depuis 2 ans, Lafargue et Dalme ne sont plus au pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors faites des diaporamas, faites des discours, et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes en responsabilité. Que je sache, jusqu'en 2014, il y avait une dette, elle a toujours été assumée. Ce que vous dites, là, vous êtes surendetté. Ce que vous oubliez de dire aussi aux Saint-Severin, que la ville était sous-imposée, qu'en économisant 20% par rapport aux moyennes nationales, donc c'est grosso modo 400 000 € par an, sur 10 ans c'est 4 millions, et si vous vous souvenez aussi, si on comparait à quelques-uns de nos voisins au nord et au sud, et je sais que vous tenez en estime leur manière de gérer la ville, et là les impôts sont supérieurs de 40% les taux à ceux de Saint-Sever. C'est 9 millions d'impôts qui ont été économisés au Saint-Severin, c'est l'équivalent de la dette. Cet argent, il est peut-être dans la poche, enfin il n'est peut-être plus dans la poche des Saint-Severin, il est dans des lotissements, dans de l'investissement privé pour Saint-Severin. Donc voilà ce que je voulais dire. Si je voulais quand même au passage, pour rassurer mon collègue Anna Barrère, dire, je veux remercier Olivier d'avoir mis sa compétence au service de l'analyse de ce rapport de la Cour des comptes. Il l'a fait mieux que je l'aurais pu le faire. Donc en tout cas, merci. Alors j'ai Johan et Jacques qui veulent prendre la parole. Johan peut-être vous en premier. J'ai 2-3 petites remarques. Déjà depuis le début du mandat, quelque chose qui me surprend, c'est que M. Martinez, un coup il était là, un coup il n'était pas là. Donc, en fait, quand c'est des choses positives, il était là, il assume, et quand c'est des choses négatives, il n'était pas là, donc il n'assume pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous considérez que 3% d'égalité c'est bien, c'est votre problème, moi ça n'engage que vous. C'est pas d'illégalité. Il a employé le terme inégalité plusieurs fois. Comptablement, évidemment, il faut être à 100%. Mais je vous répète que nous sommes dans la moyenne haute des collectivités. J'ai dit que je ne m'en satisfais pas et que j'attendais à ce que vous fassiez aussi bien. Et c'est ce qui a été confirmé par le maire. Entendu. C'est les anomalies. Si vous faites 102%, c'est bien. Mais à la limite, c'est la troisième chose qui m'intéresse le plus, c'est que vous justifiez l'emprunt par une sous-imposition. En fait, moi je pense que c'est un choix, vous l'assumez tout à fait, mais en fait c'est juste des calculs qui selon moi peuvent être peut-être un peu électoralistes.
mais surtout, ça permet de reporter sur les générations futures le poids d'une dette et le poids d'une imposition, d'une future imposition de la ville. C'est peut-être un choix d'investir et d'endetter la ville et de ne pas imposer les citoyens, mais ce n'est que reporter les problèmes, et au final, c'est ce qu'a fait toutes les fonctionnaires et les hommes d'État de ce pays depuis de nombreuses années. Ça n'a été que de reporter le poids de la dette, y compris à SNCF, sur les générations futures. Il faut avoir confiance dans notre jeunesse. Jacques. Moi, je suis un peu quand même surpris, même. J'avais le micro. Je suis un peu et même beaucoup surpris de ce que j'ai entendu là comme explication, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente comme inspecteur des finances publiques, c'est ce qu'on a entendu là, qui dit, bon, ouais, effectivement, il y a quand même un certain nombre d'anomalies, mais bon, elles ne sont pas graves, alors bon, qu'est-ce que ça peut faire, c'est pas embêtant, donc moi je me fais une autre idée, moi, du secteur public. Enfin, si la finance publique, elle n'est pas capable de faire les choses correctement selon la loi, et puis qu'on dit, bon, on fait à peu près, et puis c'est déjà pas mal, parce que finalement, c'est pas trop. Moi, vraiment, ça me sidère. Enfin bon, puisque vous êtes inspecteur des finances publiques et comptable public, sûrement que vous devez savoir ce que vous dites, et puis vous avez des charges très hautes dans le public, et donc je ne sais pas si tout le monde va quand même admettre ce genre de position, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les anomalies. D'ailleurs, de ce côté-là, bon, M. Martinez, sur 2010-2014, il n'était pas là. Donc je voudrais quand même poser la question à André Lafargue, parce qu'il était l'adjoint aux finances, enfin, où il était très proche de l'adjoint aux finances et du maire. Et donc, pourquoi ne pas avoir mis les choses au carré? Pourquoi ne pas avoir fait les choses comme il faut? Je vais répondre très clairement, et je vais me répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu un audit de la Cour des comptes qui a mis le doigt sur un certain nombre d'anomalies. Il y aura sûrement un prochain audit de la Cour des comptes, peut-être en 2020, peut-être en 2021 ou en 2019. Et là, c'est en toute amitié que je te le dis, le rapport de la commission de la Cour des comptes, en 2020, on mettra encore le doigt sur des anomalies, sur l'adjoint aux finances que tu es aujourd'hui et que je respecte. Non. Là-dessus, excusez-moi, mais non. Nous avons répondu à la Chambre, point par point. C'est-à-dire que, point par point, nous avons expliqué les nouvelles procédures comptables en vigueur dans la ville, et qui font que dorénavant, ces anomalies n'auront plus lieu. Oui, dans le compte administratif 2015, il y a bien une gestion des stocks sur les terrains. Oui, nous avons bien voté le rattachement des charges à l'exercice. Et aujourd'hui, on est dans une comptabilité par engagement. Sur toutes les... oui, nous récupérons bien la TVA sur les travaux en régie. Oui, vous aurez bien dans l'annexe le bail amphithéotique de la gendarmerie considéré comme dette. Bref, aujourd'hui, et en particulier depuis l'arrivée de Mme d'Estrade, les procédures comptables respectent l'ensemble des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et donc, écoutez, moi je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou par volonté. La seule chose que je puis dire, c'est que toutes ces anomalies vont dans le même sens. Elles améliorent les résultats. Toutes. Et donc, voilà. Juste un mot, monsieur le maire, pardon, pour répondre à cette dernière intervention. Oui, vous faites des efforts, je ne l'ai pas nié, je ne le nie pas, et je le répète, le rapport de la Cour des comptes est une excellente feuille de route, je l'ai dit tout à l'heure aussi,
pour un DGS qui est nouveau, pour un maire qui est nouveau, vous avez essayé de respecter, vous tendez à respecter les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Je le souhaite, moi, tout comme vous, qu'il n'y ait plus d'anomalies. Et je prends rendez-vous dans 5 ans, dans le prochain rapport de la Cour régionale des comptes. Soyez humbles, il y aura encore des anomalies qui seront relevées par la Chambre régionale des comptes. C'est tout, moi je ne vais pas plus loin dans le débat. Je ne mets même pas, j'espère, vous avez un rapport entre les mains, vous allez en faire un bon usage, que Madame la DGS va en faire un bon usage pour essayer de corriger effectivement ces erreurs qui ne sont jamais satisfaisantes, même à la marge. Mais Dieu merci, moi là où, c'est pour ça que je vous dis, ce rapport, je suis content qu'il soit sorti, parce qu'il n'a pas mis en lumière, je dirais, une grosse casserole, comme on aurait pu le craindre à un moment donné, quand on entendait ce que l'on entendait dans la rue. Non, je dis, c'est un rapport normal, c'est tout. Alors faites la politique politicienne, écoutez, moi j'en ferai de mon côté s'il le faut, mais sur l'aspect, objectivement, sur le fond du rapport, je le répète, il était temps qu'il sorte de ce rapport. Et j'aurais aimé avoir de la même façon, aussi clairement entre les mains, l'audit prétendument fait par un cabinet privé, dont on a beaucoup parlé. On a eu beaucoup d'éléments de vocabulaire, mais peu de chiffres, peu de contenu. Si vous le voulez, on peut vous le vendre, hein, pour l'acheter. Ah merde, Mais non, mais on peut Écoutez, oh, je suis un misérable retraité, je ne l'achèterai pas. Nous avons payé sur fonds personnel un audit extérieur qui disait la même Mais chose surtout, gardez-le. que monsieur le receveur et qui dit la même chose aujourd'hui que la Chambre. Alors bon, je crois qu'au bout d'un moment, on va bien acter entre nous que oui, la ville est 2,5 fois plus endettée que la norme. Que oui, les dépenses ont beaucoup plus augmenté sur les 4 dernières années que les recettes et que donc ça a dégradé l'épargne de la ville. Et moi, je rêverais d'avoir une ville bien gérée, d'arriver en fonction avec une faible dette, avec une épargne forte, qui nous permettrait de mener les projets. Malheureusement, ce n'est pas la situation dont on hérite. Parce qu'on a fait les investissements avant, c'est tout. Bon, moi je vois j'ai pas fini mon intervention. Donc bon, je vois que André, tu étais assez content de toi. Enfin moi, si tu veux, je me contente pas du tout de ça. Moi je trouve que pour des finances publiques, ça doit être plus carré que ça. L'inspecteur qui est là devrait également aller dans ce sens, à mon avis. Donc ça, c'était pour les anomalies. En ce qui concerne les comptes de la ville, bon, je ne peux quand même pas laisser dire que la dette de la ville a baissé. Ça me semble quand même un petit peu fort de café. Alors, il y a des chiffres. Bon, moi, j'ai des chiffres aussi. Bon, en 2001, la dette était de 5 070 000. En 2008, elle est montée à 8 900 000. En 2010, elle a passé les 10 millions, 10 069. En 2012, 10 585. En 2013, 11 058. En 2014, 10 943. Et en 2015, on a commencé un petit peu à la faire baisser, malheureusement pas assez à notre avis, 10 874. Ça, c'est les chiffres qui sortent du compte administratif. Alors, je ne sais pas si M. Martinez en a d'autres. Monsieur Choulet, je vous ai donné les chiffres des 5 exercices budgétaires qui font l'objet du rapport. Vous êtes hors sujet là. On parle des 5 exercices budgétaires qui font l'objet du rapport. Les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres des comptes administratifs. Ne vous en déplaise. Non, non. Mais c'était faux. Mais c'était faux. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous savez très bien que la dette de la gendarmerie n'était pas dedans. Il y a 1 560 000 à rajouter à partir de 2012. Vous le savez très bien. Merci les chiffres. Et de toute façon, il ne baissait pas parce que, hors ces chiffres de la gendarmerie, excusez-moi, dans le compte administratif 2010, il y avait 10 069. En 2012, effectivement, ça a baissé à 9 025. Pourquoi? Parce que en vendant la gendarmerie, vous avez remboursé le prêt gendarmerie, vous avez remboursé 750 000 €, donc ça a fait baisser la dette. Mais en 2013, la folie de faire et investir et emprunter a fait que c'est remonté à 9 576 000 pour se maintenir en 2014 à 9 500 000. Donc ne dites pas que ça a baissé.
sur les 4 exercices considérés. Excusez-moi. On pourra en mettre les chiffres en face si vous voulez. Mais si vous voulez donner des chiffres à la presse, moi aussi je vais donner des chiffres à la presse. Oui, allez-y, ouais. C'est ça, finance publique. Oui, M. Martinez. Bon, ceci étant, après, j'ai sur les charges, sur les charges, soi-disant, le 0,11, les charges de caractère général, elles ont augmenté de 32% sur 4 ans. Effectivement, est venu se mettre, pendant ces 4 ans, est venu se mettre la cuisine centrale. Alors, est-ce que vous pouvez me dire l'incidence de la cuisine centrale sur les 32%? Donc, si on fait hors cuisine centrale, hors incidence cuisine centrale. Vous allez nous le dire, j'en sais rien, je sais juste que ça a eu un impact. Ah, mais ça ne savait rien, vous. Voilà, moi, je vais vous le dire. Ce que non, mais ça André était adjoint aux finances, il va nous le dire. La cuisine centrale, hors cuisine centrale. Excusez-moi, Jacques, j'aimerais avoir l'avis. Elles ont augmenté. Jacques, j'aimerais avoir l'avis de nos prédécesseurs là-dessus. Je n'ai pas d'avis à donner ce soir sur le sujet. Mon avis sur le rapport à la Chambre régionale des comptes, je me suis largement exprimé et je ne vais pas tomber dans le petit jeu, je le dis, politicien dans lequel vous êtes cédé. C'est pas de la politique, c'est des chiffres. À mon avis, qui ne fait pas avancer les affaires de la ville de Saint-Sevé, ni l'intérêt des Saint-Severins. Ça me fait plaisir. Ça montre toute la qualité de vos commentaires. Mais Jacques, puisque ne savent pas répondre, tu vas nous dire, puisque tu connais mieux les chiffres qu'eux. Or, la cuisine centrale, donc les charges sur ces 4 années-là, elles ont augmenté de 25,7%. Hors incidence de la cuisine centrale. Bon, voilà. Et alors? C'est vous qui le dites. Et alors, c'est un taux normal? C'est un taux, c'est très bien, ça c'est vraiment très bien. Mais c'est vous qui le dites. C'est un jugement. Je ne discute pas mon jugement de l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Ben, depuis qu'on est là... Attendez. Est-ce que vous m'avez contesté ce chiffre? Tu permets que je parle? Je le conteste, je n'ai pas envie de le contester. Mais reconnaissez que vous ne savez pas maîtriser les dépenses. Je n'en sais rien du tout. Reconnaissez que vous n'avez pas maîtrisé les dépenses. Depuis qu'on est là, on a dit qu'on ne fait que des choses politiques, on a dit que des choses politiques. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas nous qui l'avons écrit, ce rapport de la Chambre des comptes. Bon, c'est eux qui le disent, que c'est 32%, ils disent que c'est trop. C'est pas nous qui disons, on l'a dit aussi que c'était trop, mais eux le disent. Vous le répétez quand même, monsieur. Eh ben, évidemment qu'on le répète, c'est pas vrai. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Merci Jacques pour cette intervention. Oui, M. Martinez. Parce que je me fais mettre en cause sur mes compétences professionnelles, c'est un peu limite quand même malgré tout. Je vous répète Non, que puisque vous faites là. Moi, excusez-moi. Oui, je vous en prie, mais enfin, puisque tout à l'heure, il ne faut pas choquer les gens qui ne sont pas là, mais là, vous êtes là. Donc, je peux. Oui. Moi, et faites-vous plaisir, c'est le lieu, c'est important. Ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Je disais que... Vous, ça ferait bien de vous faire du bien aussi. Non, restez calme. Restez calme. C'est ma façon de parler. Moi, j'abonde dans le sens de ce que dit André. C'est en stéréo. Non, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Je peux? Oui. Mais vous pouvez aussi vous expliquer là-dessus. Hein. Je vous disais donc que c'est extrêmement compliqué d'arriver au 100%, parce que l'erreur est humaine. Vous avez toujours, lorsque quelqu'un fait du mandatement en comptabilité, on a parlé de 50 factures, dont une de 10 000 euros. On ne va pas batailler sur les chiffres. Vous avez passé une délibération au conseil municipal, en deçà de 200 euros, pas de rattachement des charges et des recettes à l'exercice. Sur les 70 factures concernées, combien par exemple faisait moins de 200 euros? Est-ce qu'on le sait ça? Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que... On sait que vous avez fait le travail. Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais je vous laisse quand même travailler, c'est vous l'adjoint en charge des finances, mais vous ne l'avez pas fait, je le regrette. Vous voyez, vous n'êtes pas encore tout à fait précis, mais ça viendra. Donc déjà, si vous en avez la moitié, je ne cherche pas à minorer, ce que je veux dire, c'est que les gens, les personnes qui travaillent à la comptabilité, ben, on est faillible, ça peut arriver, il y a un retard, une personne absente, une facture qui traîne, on est à l'épaisseur du trait. 100%, je vous le souhaite. Dans tous les cas de figure, y a-t-il eu une entreprise, un artisan, un particulier, un fournisseur quelconque pénalisé? Non, au final, tout le monde est payé. Y a-t-il eu un retard au niveau des marchés? Non, il n'y a pas d'intérêt moratoire. Donc, vous pouvez vous bosser en disant vous ferez mieux, nous le verrons. Voilà, je vous le souhaite, hein, sincèrement, parce qu'on tend tous à... Mais rassurez-vous, lisez les rapports de chambre
divers et variés. Déjà, je peux vous dire que 17 pages, c'est très léger. Si vous lisez celui de Levallois-Perret, je peux vous dire qu'on en fait un roman, on y passe 3 heures. Ou d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres gestions, quel que soit le bord politique. Voilà, là, quand vous enlevez la méthodologie des 17 pages, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je vous le souhaite. J'espère que je pourrai dire M. Chouet était parfait, il a fait 100%. Maintenant, vous serez derrière toutes les personnes tous les jours, parce que ça sera compliqué, je vous l'ai dit, parce que ce sont des opérations humaines, et ça peut arriver qu'on loupe une facture. Ça arrive. Premièrement, je n'ai pas dit que je ferais 100%. Ah, moi je l'ai entendu là. Non mais attendez, c'est peut-être un peu technique, mais je voudrais vous donner quelques notions sur la comptabilité en M14. Dans une procédure par engagement, dès qu'on a engagé une dépense, elle est rattachée à l'exercice. C'est tout simple, c'est de la méthodologie. Donc bon, je peux vous les donner les renseignements les plus amples là-dessus. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est la force de la parole politique. C'est le discrédit de la parole politique. Lorsque devant nos concitoyens, vous dites « moi, inspecteur des finances », je vous le dis, en 3 années, si on arrête d'investir, on va ramener la dette à la 0. Je trouve qu'il y a là un mensonge. Je dis bien mensonge, parce que je ne peux pas croire que vous ne connaissiez si mal la comptabilité pour ne pas avoir su le calculer. Et monsieur le receveur avait fait le calcul, l'audit a fait le calcul, et une bonne fois pour toutes, cette question est tranchée par la Chambre régionale du compte. Il faut 12,7 années, même si on arrêtait totalement d'investir pour ramener la dette à 0. Pourquoi? Parce qu'elle est 2,5 fois plus élevée que la moyenne nationale.